Dans ce petit pays qu'est le Rwanda, aussi surnommé le pays des 1000 collines, des conflits dignes de la Deuxième Guerre mondiale s'y sont déroulés. Le génocide des Tutsis par les Hutus résonne encore dans l'esprit des gens. Cependant, savons-nous pourquoi ces actes horrifiants ont été commis? Quelles sont les origines du conflit? Quelle motivation justifie de telles atrocités? Dans ce pays où deux nations à feu et à sang luttent toujours, on y connaît le Rwanda, à la vie, à la mort. Premièrement, qu'est-ce qu'un génocide? Un génocide est un acte irréversible qui vise à exterminer une race ennemie, une ethnie pour l'empêcher de se reproduire. Les raisons peuvent être diverses, religieuses, économiques, politiques, territoriales. Pour savoir un peu plus sur le conflit, nous avons demandé l'avis d'un expert. Bonjour, Monsieur Loitier. Bonjour, Justin. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. J'aimerais vous poser quelques questions par rapport au génocide du Rwanda en 1994. Allez-y. Tout d'abord, pouvez-vous nous faire une brève explication du conflit? C'est bon. Pour bien comprendre les origines du conflit, il faut remonter en arrière dans l'histoire à l'époque où les pays européens se sont mis à coloniser de nouveaux territoires, surtout en Afrique. Et c'est l'Allemagne qui mettra les pieds en premier dans un tout petit pays au milieu de l'Afrique, qui est le Rwanda, en 1894. Lorsqu'ils sont arrivés, trois groupes étaient déjà présents. Les Hutus, qui sont des agriculteurs et majoritaires au pays, les Tutsis, qui sont des agriculteurs, puis un troisième groupe qui n'est pas vraiment important dans le conflit et qui sont très peu nombreux, les Touaregs, qui sont des chasseurs et cueilleurs. En 1916, à cause de la Première Guerre mondiale, les Allemands se vont forcer de se retirer du Rwanda et c'est alors la Belgique qui prendra possession du territoire. Les Belgiques ont imposé des inégalités sociales entre les Hutus et les Tutsis car ils avaient une préférence pour les Tutsis tout simplement à cause qu'ils avaient une couleur de peau moins foncée que celle des Hutus. C'est comme ça que les tensions entre les deux groupes commencèrent. Finalement, la Belgique quittera le pays et accordera le pouvoir du pays à leur groupe préféré, les Tutsis. Les Hutus, vraiment peu contents de la situation, ont commencé à se rebeller pour avoir le pouvoir, et après un long processus, c'est enfin eux qui auront le pouvoir. Et maintenant que le groupe majoritaire est le dirigeant du pays, ils n'hésiteront pas à s'en prendre aux Tutsis. Ils essaieront de les rejeter de la société ou de leur causer du trouble. Et là, l'élément déclencheur survient. 6 avril 1994, l'avion dans lequel se retrouve le président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, et le président du Burundi, Cyprien Ntaryamira, est abattu par un missile. Aucun survivant ne s'y trouvera et on accusera tout de suite les Tutsis de l'auteur de cet attentat. Même si on ne sait pas réellement qui est le coupable, les Hutus verront ça comme un acte de guerre envers les Tutsis et les plus extrémistes parmi eux n'auront qu'un seul but en tête depuis ce jour, exécuter tous les Tutsis présents au Rwanda. Et pour cela, ils vont commencer à faire de la propagande et inciter toutes les Hutus à prendre des armes et à battre n'importe quel Tutsi qui se retrouvera sur leur chemin. Et ainsi, les massacres commencèrent. C'est à peu près 10 000 personnes qui mourront par jour jusqu'au 4 juillet de la même année. Au final, ce sera un peu plus de 1 million de Rwandais qui trouveront la mort. Alors, on ne peut plus vraiment appeler ça un massacre, mais plutôt un génocide. Et pourquoi tout cela est arrivé? Parce que 60 ans plus tôt, des gens ont décidé qu'un groupe était supérieur à l'autre à cause d'une simple différence de couleur de peau. Très bien, merci. Et que pouvez-vous nous dire sur l'intervention d'organisations? Eh bien, l'ONU interviendra pour mettre un terme à ce conflit en envoyant des casques bleus, mais ces soldats avaient reçu la directive de ne pas attaquer qui que ce soit, à part si c'est de la légitime défense. Et alors, ils ont dû voir l'horreur devant les yeux sans intervenir. Rien de plus souffrant que de voir un enfant se faire tuer à coups de couteau et de sang-froid devant tes yeux, sans que tu puisses faire quoi que ce soit pour l'aider. Ah, d'accord, merci. Et que pouvez-vous me dire par rapport à la visibilité de ce conflit à l'échelle internationale et dans les médias? Hélas, c'est pas un conflit qui a vraiment fait entendre parler partout au monde, parce que les médias, ce qu'il faut savoir avec eux, c'est quand ils vont publier une information, ils vont mettre de l'information qui va intéresser le public. Et qui s'intéresse vraiment à tout petit pays au milieu de l'Afrique, à peine que du monde connaisse. Et alors, pourquoi ils publieraient sur ce conflit alors qu'en même temps, il se passe les Jeux olympiques d'été aux États-Unis de 1996? D'accord, donc malgré la visibilité médiocre du conflit, croyez-vous qu'il y a eu des conséquences sur le monde et des impacts?
sur notre manière de vivre? Évidemment, le génocide et les massacres sont maintenant terminés, mais les tensions entre les deux groupes sont toujours présentes et seront sûrement toujours présentes pour le restant de l'humanité. Et malgré les violences, notre monde cherchera toujours à éviter ce genre d'événements tragiques. Mais les impacts sont énormes pour ce pays, mais c'est une grande preuve de racisme, tout comme la Deuxième Guerre mondiale. Mais le conflit du Rwanda reste tout de même peu visible par le monde. Encore aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup de monde qui connaissent ce drame. Pour avoir un avis plus subjectif sur ce conflit, nous avons décidé de rencontrer quelqu'un qui l'avait vécu personnellement. Bonjour, M. Abdelali. Bonjour. Merci d'avoir voulu partager votre expérience, même si cela peut avoir été choquant. Vous êtes un des derniers survivants du génocide qui a eu lieu au Rwanda. Pouvez-vous nous en parler plus en détail? Donc, oui, bonjour à vous. Je me nomme Cornelius Ravitadi, 33 ans. Je suis un étudiant ayant vécu le pire cauchemar qu'une société pourrait vivre, un génocide. Cela est arrivé il y a 23 ans et je l'ai toujours autant sur le cœur à chaque jour de ma vie. J'avais 10 ans au moment du génocide. Mon père était infirmier et ma mère enseignante dans une école primaire. Nous étions 6 enfants dans la famille et je suis le seul survivant. Notre famille ne vivait pas dans la pauvreté et vivait en harmonie avec le reste de notre parenté. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'il se produirait une tuerie du jour. Avant la guerre, mon père soutenait le Parti libéral et il en devint chef de la région. On nous a ensuite accusés de cacher les complices des RPF. À tous les jours, on venait fouiller notre maison et on nous frappait et nous persécutait. Mon père était emprisonné, mais au bout de 4 mois, il s'est évadé. Comme j'étais son seul fils, il m'a caché pour ne pas qu'on me tue. Quand le génocide a commencé, j'étais en 2e année du primaire. Le matin, l'avion du président s'est écrasé, mon père s'est enfui avec ma famille, mais je ne les ai pas accompagnés. Je suis allé avec mon cousin à une église à Moucha, et j'y suis resté avec plusieurs autres personnes. Le 12 avril, Semenza, le maire de Bikumbi, envoya la garde présidentielle à l'église où nous nous trouvions. On a tiré sur nous, c'était une expérience terrible. Ils sont entrés avec des machettes, des haches, des grenades et des fusils. Comme il y avait beaucoup de gens dans l'église, nous étions tous réunis au même endroit. Quand ils tuaient quelqu'un, ils mettaient le corps sur le côté. Quand d'autres mouraient, ils les empilaient sur d'autres cadavres. Il y avait tous ces bruits, des pleurs. La tuerie ne s'arrêtait pas. Après avoir tué les gens pendant environ 8 heures, ils ont dit qu'ils étaient fatigués, qu'ils avaient besoin de quelque chose pour les aider à retrouver leur énergie. Donc ils ont choisi les filles qui étaient encore en vie et les ont violées. J'ai réussi à m'échapper. Je suis allé jusqu'à Guichari, mais quand je suis arrivé, j'ai vu que là-bas aussi on tuait des gens. Mais j'ai continué jusqu'à la maison de ma tante, où j'ai pu dormir une nuit quand il partait le lendemain. Puis nous sommes allés jusqu'à Cartutu, où j'ai rencontré un homme appelé Caris, qui est un ami de mon père. Nous nous sommes cachés ensemble, mais les interamoués nous ont retrouvés. Ils ont ligoté Caris, mais ils m'ont épargné. Ils l'ont tué devant moi. Lorsque j'ai vu que je n'étais pas surveillé, je me suis échappé. Je ne voulais pas mourir comme lui. Ils ont tiré 4 balles, mais je n'ai pas été touché. Ce sont les soldats du RPF qui m'ont sauvé. Ils m'ont emmené dans un camp à Kayonza. C'est là que j'ai appris que mon père, ma mère et toutes mes sœurs avaient été tués et jetés dans une latrine. Ils ont détruit tout ce qui nous avions. J'habitais dans un foyer dont le chef de famille était un enfant. Je devais tout faire, tout payer de mes propres moyens. Ce qui avait un impact sur mes résultats scolaires. Lorsque je retrouvais d'autres survivants, cela m'a aidé à m'ouvrir et à parler de mon passé. Si je retrouve les tueurs, je n'aurai pas autre choix que de les pardonner, puisqu'il n'y a rien que je puisse faire pour ramener ma famille à vie. Beaucoup de survivants sont encore traumatisés, mais ensemble, nous nous aidons les uns et les autres comme nous le pouvons. Merci pour votre témoignage. Au final, le génocide rwandais a été causé par une haine ethnique entre les deux parties ainsi que de la jalousie longuement refoulée de la part des Hutus. Ce grand incident restera longtemps dans les esprits des Rwandais en raison de sa violence et des retombées que cette tragédie aura eues sur ces deux ethnies. Et même aujourd'hui, il sera difficile de pardonner le Rwanda à la vie, à la mort.